Vous avez eu un entretien avec Ismail Baghaei, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui est souvent le visage même du régime iranien. Qu'est-ce qu'il a dit qui vous a surpris? Sa position, c'était la suivante. Ils veulent négocier. Leur position, c'est toujours de négocier. Ils veulent la paix. La priorité numéro 1, c'est la paix. Mais ensuite, il a ajouté qu'ils sont toujours prêts à se défendre. Il a souvent expliqué que même leurs actions militaires sont menées dans une logique défensive et non offensive. Il a donc dit, écoutez, on veut toujours un accord, on veut toujours négocier, mais on est prêt à se défendre d'un point de vue militaire. Cela dit, sur le plan militaire, ils ont mis en place un grand nombre de dispositifs pour assurer leur défense. On a parlé de certains de ces sujets, et pas seulement avec lui. J'ai aussi discuté avec d'autres membres importants en Iran, pas seulement au ministère des Affaires étrangères, mais dans d'autres domaines que je préfère ne pas mentionner pour éviter d'avoir des ennuis. Mais j'ai parlé avec plusieurs personnes et j'ai une idée générale de ce que serait le plan. Et je pense que le plan, c'est ça. Ils ne vont pas frapper, par exemple, Israël en premier, mais ils s'attendent à ce qu'Israël frappe à un moment donné. Et je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'Israël a compris la stratégie de l'Iran. D'ailleurs, on a vu aujourd'hui beaucoup de déclarations. Il y en a une, par exemple, de Smotrich, qui disait qu'ils ne veulent pas entrer en guerre. Ils préfèrent que la situation reste comme elle est. Et la raison, c'est que si vous vous souvenez, j'étais venu dans votre émission, je crois que c'était bien chez vous, quand j'ai dit que l'Iran, dans 7 à 10 jours, qu'ils allaient préparer quelque chose d'important, quelque chose de gros. Oui, je m'en souviens. Oui. Donc c'était dans ton émission. Et maintenant, on est à peu près à 3, peut-être 5 jours de ce moment-là. Et ils préparent quelque chose d'énorme, qui risque d'être vraiment dévastateur. Ils vont utiliser beaucoup plus de missiles, des types qu'ils n'ont encore jamais employés. Et la méthode qu'ils vont utiliser, ça non plus, ça n'a jamais été fait. Ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde les 7 à 10 jours qui ont précédé, on voit qu'en fait, l'Iran a de façon systématique neutralisé, en gros, la défense d'Israël. Il y a d'autres aspects aussi dont on parlera. Ah oui, parfait, tu l'as là. Donc oui, ils ont mis hors service la défense d'Israël. Alors si on regarde par exemple la Jordanie, à la base, c'était les premiers systèmes radars dans la région, en Jordanie, à Bahreïn, au Koweït, les systèmes de défense aérienne, les installations et hangars pour l'aviation, les centres logistiques, les dépôts de carburant et de munitions, toute l'infrastructure du CENTCOM. Tout ça, du point de vue de l'Iran, se divisait en 2 approches. Enfin, en réalité 3. Parce qu'il y a aussi la question de l'invasion terrestre, dont on parlera plus tard. Mais il y avait 2 méthodes principales. La première concernait les bases militaires dans ces régions. La seconde, c'était la défense d'Israël. Et si vous vous souvenez, au tout début, pendant la première phase de la guerre du Ramadan, ils ont détruit la base aérienne d'Al-Udeid avec son système radar qui valait environ $1 milliard. Et ce système radar avertissait Israël. Il lui donnait environ 15 minutes d'alerte. Une fois que ce radar a été détruit, le temps d'avertissement a été considérablement réduit. Et maintenant, avec ce qu'ils ont fait, en neutralisant la base aérienne de Muwafaq Salti, en la frappant lourdement, ainsi que Bahreïn et le Koweït, on se retrouve avec beaucoup moins de temps pour réagir face à ces missiles. Ensuite, il y a le problème des intercepteurs de défense. Et si la Jordanie n'est pas capable de les protéger, on va se retrouver, en gros, avec un champ libre contre Israël. Israël a bien vu ces manœuvres se mettre en place. Et évidemment, ils ne sont pas idiots. Ils comprennent très bien qu'il s'agit d'une tactique mise en œuvre par l'Iran et que cette tactique est devenue de plus en plus agressive au fil du temps.
Et ils s'attendent à quelque chose d'énorme d'ici 3 à 5 jours. Le problème avec l'Iran, c'est que même si certains d'entre nous ne sont pas forcément d'accord, ils ne veulent pas frapper Israël avant d'avoir été frappés eux-mêmes. Du coup, Israël se retrouve dans une sorte d'impasse. Ils veulent participer à la guerre. Parce que, vous savez, Trump a un peu de mal à s'y engager vraiment, si on regarde les attaques qui ont lieu. Mais en même temps, il redoute tellement les conséquences qu'il reste coincé dans cette impasse. Donc Israël est un peu dans cette situation. Vont-ils réagir ou pas? Mais s'ils le font, la riposte contre eux sera importante. Et elle sera prête d'ici 3 à 5 jours. Dan, you got to bring yourself back in. Dan, il faut que tu reviennes dans la discussion. Je suis vraiment désolé pour ça. Tu as une idée de ce que ça va être? Quelle va être la cible? Je veux dire, on en parlait à l'instant, des choses qu'ils ont visées récemment. Mais tout ça, c'est pour préparer quoi exactement? Tu as une idée? To set up, do you have any idea? Voilà pour ce premier point. Et puis, il y a un deuxième élément important. Les gens en Iran, et j'ai parlé avec plusieurs d'entre eux, on peut ne pas être d'accord, mais moi, je ne le suis pas. Je pense qu'ils savent évidemment mieux que nous. Ils ont les renseignements. Selon eux, il est très probable qu'il y ait une tentative de... Je sais que ça va t'agacer, Daniel, mais ils pensent vraiment qu'il y a un risque d'incursion terrestre sur l'une des îles proches, probablement l'île de Kark. Évidemment, ils ont préparé des pièges sur l'île de Kark au cas où cette décision serait prise. Mais au-delà de ça, ils m'ont dit qu'ils observent une accumulation de force au Koweït. C'est pour ça, selon eux, qu'ils frappent le Koweït. Concernant les Kurdes, ils pensent toujours que les Kurdes vont essayer d'intervenir. Ils ne croient pas à cette histoire, selon laquelle, soi-disant, ils auraient reçu les armes et les auraient volées. Vous savez, quand Trump a dit « On a donné les armes aux Kurdes et ils les ont un peu prises », eh bien, eux, ils n'y croient pas du tout. Pour eux, c'est juste une manœuvre, une diversion. En réalité, ils pensent que les Kurdes vont bel et bien tenter d'entrer. C'est pour ça qu'on voit ces attaques répétées contre Erbil, contre Soleimani, pour affaiblir toute possibilité d'une intervention des forces kurdes. Il y a donc cette idée, cette conviction que quelque chose se prépare. Et c'est aussi pour ça que la frappe au Koweït est si importante. C'est la même raison pour laquelle on observe ces attaques quasi constantes, persistantes, contre les zones kurdes en Irak. Et puis, en parallèle, ils affaiblissent les forces américaines, d'abord en les éloignant le plus possible de l'Iran. La raison, encore une fois, c'est qu'ils savent très bien, ils sont pleinement conscients de la crise que traversent les États-Unis en matière de pétrole, d'essence et de carburant. Donc leur objectif, c'est de les déplacer. Il y a littéralement quelqu'un dans le département de Ghalibaf dont le seul travail consiste à suivre en temps réel les réserves de pétrole des États-Unis d'Amérique. En gros, ils essaient de repousser les Américains toujours plus loin, parce que, encore une fois, plus on est éloigné, plus on consomme de carburant. Donc, on a là une sorte d'attaque à plusieurs volets, et on en voit les effets à travers les attaques qui se produisent en ce moment. Et quel est l'objectif de cette montée en puissance? Est-ce pour pousser les États-Unis à revenir à la table des négociations? Parce qu'il y a une chose, avant qu'on s'éloigne trop de votre conversation avec Ismail Bagaï, je crois que c'était hier, si je ne me trompe pas, j'ai vu Abbas Araghchi dire qu'il pensait encore qu'il y avait environ 10% de chances d'arriver à un accord négocié. Et ça m'a vraiment surpris, parce que je me disais, avec ce qu'on a fait en 2025, avec ce qu'on a fait pour déclencher cette guerre, avec ce qu'on a fait quand le protocole d'accord est sorti, enfin, on ne tient jamais parole sur rien. I mean, we never keep our word on anything. I don't know why they would want to
Je ne comprends pas pourquoi ils voudraient respecter quoi que ce soit. Je veux dire, ce n'est pas seulement le détroit d'Ormuz, c'est aussi les avoirs gelés, les sanctions sur l'énergie, les 300 milliards de dollars. Et pourtant, personne ne parle de tout ça. L'Iran n'a littéralement rien obtenu de tout ça, à part une ouverture temporaire du détroit d'Ormuz, qui leur a permis de faire sortir un peu de leur pétrole. Alors pourquoi ils nous feraient confiance pour quoi que ce soit? Et pourquoi ils envisageraient même ce soi-disant cessez-le-feu de 10 jours dont certains parlent? Tu penses vraiment que c'est réaliste? Oui, enfin écoutez, ils m'ont dit qu'ils ne font pas confiance aux États-Unis d'Amérique. Ils ne croient pas que les États-Unis tiendront vraiment parole dans un accord, quel qu'il soit. Cela dit, ils m'ont aussi dit qu'il faut rester pragmatique. On ne peut pas refuser de négocier avec l'ennemi, parce que sinon, ça veut dire qu'on s'installe dans une guerre sans fin. Donc, tout au long de cette période, il y aura forcément des négociations. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a cette idée, et c'est pour ça qu'il est à 10%, que ces accords ont très peu de chances d'aboutir, parce que les États-Unis seraient incapables de respecter un engagement. Cela dit, sur le plan psychologique, ils veulent vraiment un accord. Leur état d'esprit, c'est qu'ils ont une responsabilité envers le peuple iranien. Et ils ne veulent pas que l'Iran vive dans une guerre permanente. Donc oui, sans aucun doute, Abbas Araghchi, ce qu'il exprime, c'est bien le sentiment qui domine au sein du ministère des Affaires étrangères. Évidemment, ils dirigent ce ministère et le gouvernement. Et leur position, c'est qu'ils sont prêts à conclure un accord. Simplement, ils ne croient pas que les États-Unis le feront. Et de leur point de vue, c'est clair. J'en ai parlé avec eux. Je leur ai dit, écoutez, je pense que si on regarde l'ensemble de la guerre, il y a un point essentiel. Mais si on regarde chaque partie, et ils étaient d'accord avec moi là-dessus quand on en a parlé, si on considère chaque phase de la guerre comme une étape distincte, alors du point de vue de l'Iran, ils estiment avoir gagné chaque élément de cette étape. Il faut vraiment voir chaque phase comme un élément à part entière. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend le premier jour, les 39 premiers jours, ils m'ont dit que Trump, en gros, dès la deuxième semaine, cherchait déjà un accord, demandait un cessez-le-feu, et qu'ils ont continué malgré tout. Et même jusqu'à la fin, il y avait encore des désaccords entre Ghalibaf et Qasemi. Qasemi voulait conclure l'accord. Il a dit en gros, « Allez, faisons-le, signons l'accord. » Mais Ghalibaf, lui, voulait repousser d'une semaine. Finalement, ils ont trouvé un compromis entre les deux positions. C'est pour ça que l'accord a eu lieu à ce moment-là, et pas avant ni après. Mais quand ils regardent les 39 premiers jours, ils disent « Regardez, on a gagné cette phase. On a gagné sur le plan militaire. On a affaibli les États-Unis d'Amérique. On a affaibli leur base et leur système d'interception. » Ensuite, il y a eu la phase suivante. Là, c'était surtout les navires iraniens qui sortaient, et beaucoup moins de navires américains. Donc à leurs yeux, ils ont aussi remporté cette partie-là, celle de l'aspect économique. Ensuite, il y a eu le blocus. Alors, le blocus, c'était plutôt mitigé. Ils ont l'impression d'avoir un peu limité la casse. Ils ont réussi à faire sortir quelques navires, mais ce n'était pas aussi réussi que les autres volets, et surtout pas aussi réussi que les États-Unis. Donc pour eux, c'est une petite victoire, ou disons un match nul. Et puis il y a le protocole d'accord. De leur point de vue, les États-Unis n'ont pratiquement rien respecté dans cet accord, à part une seule chose. Ils ont autorisé le pétrole à ne plus être sous sanction, ce qui a permis à l'Iran de vendre environ 70 millions de barils. Ils ont gagné quelque chose entre 7 et 10 milliards, et les États-Unis n'ont jamais rien obtenu. Donc, à ce niveau-là, eux, ils voient ça comme une victoire, parce qu'ils ont réussi à faire rentrer cet argent.
Une partie de cet argent va aller à l'armée, une autre partie va aller au peuple. Et ça, forcément, ça va les renforcer à mesure que la guerre continue. Et maintenant, ils voient cette phase actuelle comme une partie du conflit cinétique que vous observez, où Trump, selon leur point de vue, continue d'attaquer le Sud. Il a continué, et c'est leur position. Il continue d'attaquer le Sud. Il continue de frapper les mêmes régions sans arrêt. Parfois, il attaque exactement les mêmes endroits, encore et encore. Ce qu'on voit avec l'Iran, c'est une approche très organisée. Ils détruisent les bases, ils les affaiblissent, ils retirent les systèmes radars, ils suppriment la capacité de défendre ces zones, y compris Israël. Donc, de leur point de vue, une fois de plus, ils estiment qu'ils sont en train de réussir sur ce plan. Et c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'encore une fois, Trump est en réalité désespéré de conclure un accord. Et les 10 jours dont vous parlez, c'est en fait que Trump a été en contact avec le maréchal Hassim Mania presque tous les jours, de manière très régulière. Quand je dis Trump, je parle de l'administration Trump, qui supplie de reprendre les négociations. La position de l'Iran, et c'est ce qu'on m'a dit, encore une fois, ça ne veut pas dire que ce sera la conclusion finale, c'est que le protocole d'accord est maintenant suspendu. Si vous voulez revenir à la table des négociations, il faudra faire davantage de concessions. Parce que, encore une fois, vous avez attaqué notre pays, vous avez violé le protocole d'accord, et vous êtes allé à l'encontre de l'article 5 et de l'article 1, mais surtout de l'article 5 dans ce cas. Donc, vous n'êtes plus digne de confiance. C'est ce qu'ils m'ont dit. En fait, c'est Ismail Baghaei qui me l'a dit. Il m'a dit, « Écoutez, nous respections le protocole d'accord. » L'article 5 précisait que les arrangements devaient être faits par l'Iran. Il me l'avait déjà dit auparavant. Je ne me souviens plus s'il l'a mentionné pendant l'interview, mais il avait bien dit que les arrangements devaient être faits par l'Iran. Nous avions 30 jours. Et pendant ces 30 jours, j'ai dit qu'il fallait négocier avec Oman. Nous devions négocier avec les autres États du Golfe. Il a dit que c'est ce que nous faisions. Nous allions négocier avec tout le monde. Nous faisions en sorte que tout le monde participe à la discussion. Nous faisions avancer la conversation. Et nous parlions avec Oman, conformément au protocole d'accord, selon lequel, après 30 jours, il y aurait une administration conjointe du détroit d'Ormuz. Mais ensuite, les Américains ont fini par essayer de créer ce nouveau corridor. Et ce nouveau corridor, eux, ils le voyaient comme un corridor de première ligne lié à l'article 5. En même temps, ils pensaient qu'il y avait, disons, d'un point de vue militaire et sécuritaire, un problème majeur concernant l'accès des Américains à cette zone. C'est pour cette raison qu'ils ont dû arrêter. Oui, ça, je m'en souviens, parce que j'avais montré ce titre ici il y a quelques jours. C'était le 24 juin, 7 jours après la signature du protocole d'accord. Donc on a tout de suite essayé de mettre en place ce corridor sud du côté d'Oman, comme on peut l'imaginer. Et j'aimerais vous demander si vous avez des informations internes sur ce qui se passait à Oman à ce moment-là, ce qui les a poussés à bouger, parce qu'ils travaillaient un peu avec l'Iran. C'est d'ailleurs pour ça que c'était mentionné dans le protocole, au paragraphe 5. Mais maintenant, tout à coup, apparemment, les États-Unis ont exercé beaucoup de pression sur Oman pour qu'ils acceptent d'ouvrir ce corridor. Vous avez des éléments là-dessus? C'est exactement ce que vous avez dit. C'est ce qu'on m'a rapporté. On m'a dit qu'avec Oman, l'Iran n'a aucun problème. Il négociait avec Oman. Mais Oman, comme ce n'est pas une nation très puissante, a été intimidé par les États-Unis d'Amérique. Et parce qu'ils ont été intimidés par les États-Unis, ils se sont retrouvés dans une situation où ils ne respectent plus le protocole d'accord et où, en gros, ils ne tiennent pas tête aux États-Unis. En fait, c'est comme une nation affaiblie, dans le sens où elle a été poussée dans cette situation par la pression américaine.
Mais enfin, si les États-Unis, ça semble quand même affaiblir la voie diplomatique et surtout les responsables iraniens qui veulent y revenir. Parce que si, en 7 jours à peine, on est venu tout compliquer sur un dossier qui était pourtant dans notre propre intérêt, notre intérêt, c'était d'ouvrir ça le plus vite possible pour que le flux de pétrole revienne sur le marché mondial et que les prix baissent pour tout le monde. Et pourtant, on est intervenu là-dedans presque comme si, je ne sais pas si vous avez entendu quelque chose à ce sujet, mais plusieurs éléments me font penser qu'on aurait presque voulu que ça échoue. Comme si on voulait revenir à un climat de conflit, en introduisant cette mesure dès le 7e jour, même pas au bout de 30 jours, juste 7 jours après. Et bien sûr, à partir de là, tout a dégénéré dans une série de représailles, surtout depuis le 7 juillet, où on en est maintenant à 11 jours consécutifs d'attaques. Est-ce qu'il y a, du côté iranien, une inquiétude ou plutôt une question du genre « à quoi bon continuer ?» Parce que si ça n'a pas marché après 7 jours, pourquoi est-ce que ça marcherait au bout de 10? Et ça m'amène justement à ma deuxième question à ce sujet. Qu'est-ce que vous comprenez de la bataille interne en Iran, entre ceux qui veulent vraiment cette négociation et ceux qui disent « je vous l'avais dit, on n'aurait jamais dû négocier ». Est-ce que c'est Kalibaf ou bien les gardiens de la révolution qui affirment « nous sommes en position de supériorité militaire. Nous avons l'avantage avec le Détroit et maintenant peut-être aussi avec Bab el-Mandeb. Donc, nous n'avons rien à céder. Attendons simplement que la douleur devienne insupportable pour les Américains. » Est-ce que c'est une façon de penser qu'on retrouve chez certains en Iran? Oui, 2 très bonnes questions. Alors la première, c'est que selon eux, ce que les Américains cherchaient à faire, c'était, la première chose que les Américains tentaient de faire, c'était, d'après eux, non pas seulement de rompre le protocole d'accord, ce qu'ils faisaient effectivement, mais aussi de tester jusqu'où ils pouvaient aller. En gros, ils essayaient de prendre le contrôle du détroit pour voir si l'Iran les laisserait faire. Et le problème, c'est que l'Iran était très ferme, très déterminé à garder le contrôle du détroit d'Ormuz. Du coup, Trump s'est retrouvé, en quelque sorte, poussé à réagir. Voilà comment il voit la situation, en plus du fait, évidemment, que les Américains ont rompu l'accord et n'ont pas respecté leurs engagements. Et pour ta deuxième question, c'était quoi déjà la deuxième question? La question, c'était de savoir s'il existe, au sein des gardiens de la Révolution, un groupe qui dit « pas d'accord pour l'instant. Laissons la pression monter jusqu'à ce qu'ils finissent par nous donner ce qu'on veut. » Écoutez, en Iran, je ne vois pas les choses comme ça. Je n'y suis pas allé. Je n'ai pas parlé à tous les partis, à toutes les sensibilités politiques. Ce n'est pas qu'il y ait un simple désaccord. Il y a bien sûr Ghalibaf, Araghchi et Pezeshkian, qui sont en gros les négociateurs. Mais la volonté du peuple, elle, est totalement différente de celle du gouvernement. C'est très clair. Le gouvernement, comme je l'ai déjà dit, est toujours prêt à négocier. Le peuple, lui, ne veut pas de négociation. Quand on va en Iran, quand on est allé aux funérailles, les gens étaient fermes, unanimes. Ils voulaient une réponse. Ils voulaient se venger. Ils voulaient la justice. Les drapeaux rouges étaient partout. Ces drapeaux rouges, c'était le symbole de la vengeance. Il y en avait plus que de drapeaux iraniens. Ils veulent la vengeance. Ce n'est pas seulement les 3 cortèges funéraires auxquels j'ai assisté. Même là-bas, sur la place de la Révolution, il y avait des dizaines de milliers de personnes un jour et des centaines de milliers un autre, toutes avec des drapeaux rouges. C'est ce qu'ils veulent. Et si vous vous souvenez de la déclaration de Mojtaba Khamenei, quand il a dit « Nous voulons nous venger », ce n'était pas lui, le guide suprême, qui parlait en son nom. Il transmettait simplement ce que le peuple exprimait. Le niveau de ferveur était tel que les gens ne veulent pas d'un accord avec les États-Unis d'Amérique.
Évidemment, cela a mis les négociateurs sous pression parce qu'ils ne peuvent pas conclure d'accord, ni faire la moindre concession dans un tel contexte, pas qu'ils en aient envie d'ailleurs. Mais même parler avec l'Amérique, c'était considéré comme interdit. Et puis, quand on va en Iran, on se rend compte que les Américains et les Israéliens ont frappé délibérément des zones civiles. Et c'est assez clair que c'était intentionnel, parce qu'il y a plusieurs zones de ce type. Et j'ai fait un rapport là-dessus. Ce ne sont pas des bases militaires. Il n'y a aucune base militaire à proximité. Certaines sont des immeubles civils, des bâtiments civils. Il y avait une synagogue juive, entourée d'appartements juifs, c'est-à-dire des appartements où vivaient des familles juives. Et quand j'ai parlé avec ses habitants, ils étaient convaincus que cette frappe était délibérée de la part d'Israël, parce qu'ils pensaient qu'Israël était en colère contre eux, les soupçonnant d'être iraniens. Ils étaient contre Israël, ils étaient contre le sionisme, et donc ils pensent qu'ils ont été punis. En plus de ça, si on regarde les autres endroits qui ont été touchés, beaucoup de gens pensent par exemple que la clinique de fertilité, encore une fois, a été visée volontairement. L'attaque contre le studio de la chaîne d'information News 2, ils pensent aussi que c'était intentionnel. La place Azadi, pareil. Donc, pour tous ces cas, ils sont convaincus que c'était délibéré. D'autant plus qu'il n'y avait pas de base militaire à proximité. Résultat, on a une population qui, clairement, ne veut pas d'accord. Et du côté des dirigeants, ce qu'ils essayent de faire, c'est de trouver un équilibre entre la volonté du peuple et cette idée qu'il faut malgré tout négocier avec l'ennemi pour essayer d'arriver à une forme de solution. On ne peut pas avoir une guerre perpétuelle. Cela dit, quand j'explique tout ça, je ne pense pas qu'il y ait de désaccord au sein de la direction. À mon avis, la position des négociateurs reflète celle du guide suprême, Mojtaba Khamenei, et ils exécutent ses ordres. Et si on regarde le protocole d'accord, c'était un document de reddition. Donc pourquoi ne l'aurait-il pas signé? Cela dit, la déclaration des 10 jours qui vient du Qatar. D'après ce que je comprends, l'Iran ne la signe pas ou ne la signera pas selon le mécanisme actuel. Ils ne sont pas prêts à accepter un accord maintenant. Et même ça nous ramène au protocole d'accord, dont cette pause de 10 jours ne faisait pas partie. Parce qu'ils veulent de vraies concessions. Donc seules des concessions sérieuses et importantes, en plus de ce qui figure déjà dans le protocole d'accord, pourraient ramener l'Iran à la table des négociations. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait de désaccords profonds entre les différents groupes en Iran. Il y a des désaccords politiques normaux. Bien sûr, il y a l'extrême droite en Iran. Et eux, clairement, ils ne sont pas contents que les négociateurs négocient. Et puis, évidemment, il y a les négociateurs, il y a le gouvernement et les différentes branches du pouvoir en Iran. Évidemment, il existe des désaccords politiques, philosophiques, mais dire qu'ils travaillent les uns contre les autres, non, ce n'est clairement pas le cas. Of them working against each other, that's clearly not happening.